Ils quittaient Saint-Malo pour de longs mois, se glissant de nuit entre les rochers qui hérissent l'entrée du port pour échapper au blocus anglais. Leur frégate était taillée pour la course, rapide mais lourdement armée. Au nom du roi de France, ils écumaient l'océan, pillant et rançonnant les navires marchands de l'ennemi jusque sur les côtes des Amériques. Et puis, ils rentraient. Les côtes familières de Saint-Malo étaient de nouveau en vue et ils apercevaient les lumières aux fenêtres de leur maison. Mais cette fois, le sort et la tempête en avaient décidé autrement. Trois siècles plus tard, les tempêtes d'hiver viennent de s'achever et deux malouins, Lionel Bonsang et Christophe Richard, reprennent leur plongée. Ils pratiquent souvent la chasse sous-marine par ici, mais cette fois, au pied des récifs de la Natière qui font face à la rade, ils peinent à retrouver leurs anciens repères. Sous la surface, les tempêtes ont bouleversé le paysage. Soudain, sur ce haut fond pourtant familier, ils distinguent une masse sombre. Intrigués, ils s'approchent. C'est un canon qu'ils découvrent. Puis, plus loin, un second, accompagné d'une ancre. Imprégnés des mythes dont s'enorgueillit leur ville, ils comprennent immédiatement à quoi ils ont affaire. Pour moi, c'est un bateau corsaire. Moi, il n'y avait aucun doute. On plongeait là-dessus. Il y avait les canons, des sabres aussi à un moment donné. On se disait, on va trouver des couteaux, des sabres et tout. C'est vrai, hein, c'était ça. Hein. L'imagination allait plus vite que les yeux, que tout. On se voyait 2 siècles ou 3 siècles en arrière. Je voyais un film. Hein. À chaque fois que je grattais avec la main, même si je trouvais que des petits morceaux de verre ou des morceaux de poterie éclatés. Par contre, si des balles de mousquet, on en a remonté plein. On se disait on va tomber sur un trésor, quoi. C'est ça qu'on cherchait tout ça. Apparemment, d'après un tour d'horizon du site, n'avait jamais été découvert parce qu'il y avait beaucoup de concrétions, de morceaux de poterie, de faïence, de bouteilles. Je dis c'était super, magnifique quoi. Hein. On est revenu plusieurs fois l'hiver sans rien dire évidemment et sans rien casser ou ni voler quoi, comme on pourrait accuser les inventeurs d'épaves. On était comme des gamins qui rentrent dans un grenier, qui découvrent une malle et il y a plein de trucs dedans. Quoi. Ouais. Mais une telle découverte ne pouvait rester longtemps secrète. Des rumeurs attirent l'attention du département des recherches archéologiques sous-marines. Elles font état de vaisselle en argent de la fin du XVIIe siècle, prélevée sur un site proche de Saint-Malo. Mais aucun des sites malouins jusqu'ici répertoriés n'a pu livrer ce type d'objet. Cette épave, miraculeusement réapparue à quelques encablures seulement de Saint-Malo, pourrait bien être celle d'une frégate corsaire. Si tel était le cas, ce serait une chance extraordinaire, car en dehors des quelques débris de l'Alcide découverts en baie de Morlaix en 1985, aucun bâtiment de ce type n'a jamais été retrouvé. Elisabeth Vera et Michel Lourd prennent la décision de lancer immédiatement une grande campagne d'évaluation. Tout le monde à la flotte! Tout de suite! Denis Metzger, le responsable de la sécurité, est inquiet. Ces plongées s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles. On rencontre sur cette zone des courants parmi les plus forts du monde. La plongée n'y est possible que par très beau temps, et les chercheurs ne disposent que d'1 heure à chaque étale de marée.
Rester plus longtemps les exposerait à la violence de courants qui peuvent atteindre entre les rochers la puissance d'une avalanche. Leur sécurité se joue à la minute près. Dans ces eaux agitées, la visibilité est limitée à quelques mètres. Le nombre des canons et la taille des ancres suggèrent qu'il s'agit d'un gros bâtiment. Mais il faut s'assurer que sous son linceul de sable, l'épave est bien là. Une fois sa position approximativement déterminée, les travaux d'excavation peuvent commencer. Ce sont des milliers de tonnes de sable qu'il va falloir déplacer à l'aide de ces aspirateurs sous-marins. Perdue dans un brouillard opaque, l'équipe s'enfonce dans les couches d'alluvions. Soudain, une structure de bois émerge de la montagne de sable. Le navire est bien là. Ce que les archéologues découvrent dépasse tout ce qu'ils avaient espéré. L'épave, figée dans les concrétions, semble extraordinairement bien conservée. C'est tout un fragment intact du passé qui ressurgit sous leurs pinceaux. Les cordages sont encore en place, lovés sur le pont. Les poulies et les capes de mouton. Jusqu'à la vaisselle, qui semble avoir été fossilisée dans l'état où elle a été laissée. Comme si le naufrage avait été soudain et que les siècles écoulés n'aient fait qu'effleurer l'épave. Le potentiel d'un site comme celui-là, c'est quasi magique, mais ça se mérite parce que entre le courant qu'il y a, les difficultés à fouiller, les masses à déplacer, le compressionnement généralisé des fonds, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Enfin, ça va venir. Eh ben, Elisabeth pense avoir trouvé la quille. Ouais, moi j'ai la coupe. Dans la partie ouest, à vérifier quand même une grosse pièce massive. Genre. Ouais, en fait ça colle pas mal. Sous l'est? Oui. Sur l'ouest. Oui, mais sous le lest. Sous le lest, sous le montagne de Non, en l'est. fait dans une maille qui n'était pas nettoyée. Et à proximité des niches. Ah bah alors la maille qui est restée. restée. Entier. C'est vrai? Ouais, tout beau, posé dans une des petites niches. Regarde, on dirait. Attends, dans l'eau, elle est comme ça aussi. À quoi Elisabeth t'as trouvé? Un pot à pharmacie blanc, tout beau, posé en fait dans la niche, probablement à côté de la quille. Et qui a l'air d'être... Et ben nous, on a réussi à emmailloter le mantelet de sabord. Dès la première plongée, il est apparu qu'on était devant un site vraiment gigantesque. Donc c'était un peu fou. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce site? C'est immense, ça fait presque 1000 mètres carrés. L'échantillonnage des pièces de bois, on ne se trouvait pas en présence d'un bateau de la Royale. Mais en même temps, on avait presque plus long qu'un 74 canons. Alors on a très vite étayé la chronologie, on a compris qu'on se situait entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe. Et surtout, compte tenu du mobilier qu'on mettait au jour, on s'est dit, l'affaire est réglée. L'expertise a été un peu écourtée, on l'avait prévu d'un mois, elle a duré 3 semaines. Et là, on a remis un rapport au ministère de la Culture qui établissait qu'à l'évidence, on était devant probablement l'un des sites les plus importants qu'on ait jamais expertisé sur la côte ouest de la France. Probablement d'un navire marchand fortement armé, parce qu'il y avait des canons un peu partout sur le site.
Et du même coup, dans le périmètre malouin s'inscrivait dans nos esprits l'idée d'une frégate malouine, de ces bateaux qui avaient participé à la guerre de course à la fin 17e, début 18e. Et on a préconisé d'ouvrir assez vite un gros chantier de fouilles, donc de développer une grande problématique de recherche sur ces épaves. Les frégates corsaires ont marqué les imaginations et donné ces titres de noblesse à Saint-Malo, dont la prospérité doit pourtant plus au commerce et à la pêche. Toute la ville vit aujourd'hui encore à l'heure des mythiques exploits de leurs capitaines. Elle sait comme replier sur ce passé et continue de se nourrir de cet héritage. À l'abri de ces remparts se sont maintes fois dissimulés ceux dont la littérature et le cinéma ont façonné la légende. Mais que sait-on réellement de la vie en mer des corsaires malouins ou des caractéristiques de leurs célèbres frégates? Bien peu de choses. Quelques textes, des vues d'artistes, mais aucun navire corsaire n'a jamais été retrouvé à ce jour. Les noms de Danican, Alain Poré, Duguay-Trouin ou Surcouf hantent encore la ville. Et ce sont d'autres frégates que l'on voit aujourd'hui quitter son port. Mais Saint-Malo manque toujours d'authentiques témoins de son glorieux passé. Des bâtiments comme celui-ci donnent corps à la légende, mais le Renard n'est que la réplique supposée du navire de Surcouf. Si l'épave de la Natière est bien une frégate corsaire, elle pourra peut-être lever le voile sur les réalités de la course en mer, une activité dont l'historien André l'Espagnol a fait le thème privilégié de ses recherches. Cette activité corsaire, il faut d'abord la définir. Qu'est-ce que la course? Notamment, comment la distinguer d'autres termes que vous connaissez tous, la piraterie ou la flibuste. La course, c'est effectivement une activité maritime qui vise à capturer ou à rançonner des navires ennemis pour faire de l'argent. Mais, je crois que c'est le point principal qui doit être précisé, c'est une activité légale. Ce sont des armateurs, des équipages et des navires privés qui vont capturer des navires ennemis, mais autorisés par leur souverain, par l'État, dans le cadre d'une guerre contre un ennemi donné. Alors, ce caractère légal de la course s'exprimait notamment par le fait qu'un capitaine corsaire devait avoir, pour partir en mer, pour une expédition, ce qu'on appelait au XVIe, début XVIIe siècle, souvent des lettres de marque, et qu'on appelle au temps de Louis XIV une commission en guerre, délivrée par des fonctionnaires du roi. Et à partir de là, je dirais qu'il pouvait développer son activité de prédateur, tout à fait dans la légalité. Ce qui fait par exemple que si des équipages corsaires sont capturés par l'ennemi, ils ne seront pas traduits en justice comme pirates, mais ils seront mis comme prisonniers, par exemple dans des pontons de port anglais. De longs mois, parfois des années de traque en mer à la recherche de navires marchands sans escorte. La menace permanente des vaisseaux de guerre ennemis ou de corsaires mieux armés. Jusqu'à 400 personnes embarquées sur des navires prévus pour en héberger le tiers. Des capitaines et des équipages de jeunes gens dont la plupart n'avaient pas 20 ans. C'était cela la réalité de ces corsaires qui quittaient Saint-Malo pour de hasardeuses campagnes. Étant donné l'ampleur de la fouille à mener et l'opportunité unique que représente peut-être cette épave, Michel Lourd et Elisabeth Vera n'ont voulu courir aucun risque. Pour cette seconde campagne, ils ont réuni une équipe essentiellement composée d'archéologues professionnels, tous plongeurs confirmés. Ils sont venus de France, du Canada, de Hollande et d'Angleterre, de tous les pays directement concernés par le monde corsaire du XVIIIe siècle, pour recueillir ce que ce navire révélera peut-être des secrets de leurs ancêtres. L'équipe devra fonctionner en parfaite coordination, car le temps dont ils disposent chaque jour est extrêmement limité. Tu pars avec moi. En fait, tu vas travailler dans cette zone-là, qui est normalement, tu dois être assez proche.
Donc un Je vais en dépannage, il y prendre en a. 3-4, En ouais. dépannage, c'est bien aussi d'y avoir des stylos dans la poche. J'en ai un voilà, dans Et la puis poche. on utilise ça, tu le mets en fait directement dans l'objet. Et moi j'ai dans les le sac. sacs aussi Ouais. dans le filet. We should try to break this concretion next dive and see if we can pull off all those shovels. Ils savent qu'il faudra s'armer de patience. Dans un premier temps, sur cette épave miraculeusement préservée, le moindre objet déplacé serait une preuve irrémédiablement perdue. Avant de toucher quoi que ce soit, il est indispensable de répertorier tous les objets visibles et de cartographier le site en détail. Une opération délicate qu'ils devront répéter à chaque nouvelle étape de la fouille. Ces balises permettront de restituer en 3 dimensions la disposition de tous les éléments du navire. La saisie des images est un travail long et méticuleux, mais indispensable à la compréhension de l'épave. Pourtant, l'identification de cet incroyable vaisseau, dont le naufrage devant les remparts de Saint-Malo n'a pu passer inaperçu, semble à portée de main. Tout est là, sous leurs yeux, mais ils ne peuvent rien toucher pour le moment. En fait, l'inconvénient d'un site sous-marin, c'est d'avoir une vision extrêmement tronquée du site, avec une visibilité qui est de l'ordre de 3 mètres quand tout va bien. Donc des visions comme ça, très très partielles du site. Et la seule façon d'avoir une vue générale de l'ensemble du site, c'est de dessiner petit à petit l'ensemble des objets sur un plan général, afin de positionner les structures les unes par rapport aux autres. Et là, petit à petit, la structure générale de l'épave va prendre forme, les objets se mettent en place et nous permettent de reconnaître différentes zones à fouiller et étudier. Dans l'esprit des archéologues, le naufrage devient réalité. Le temps et la corrosion ont alors fait leur ouvrage, compressant et agglomérant toutes ces pièces comme un millefeuille, ajoutant à l'apparente confusion. Cet amoncellement d'objets et de fragments hétéroclites mêlés aux algues et aux concrétions renferme toute une page d'histoire à laquelle les chercheurs sont impatients de pouvoir redonner vie. La phase purement technique est achevée et les fouilles vont enfin pouvoir commencer. Le nord est ici et vous avez l'axe du grand chenal de Saint-Malo qui est ici. Le site en fait est divisé en 2 zones de fouilles, l'est et l'ouest. Alors l'ouest est semble-t-il constitué par une grande masse concrétionnée, du ballast reposant sur des éléments de membrure qui apparaissent également au nord, avec des pièces de fer qui semblent être des barres de fer. Et puis dans l'est, la zone que nous avons étudiée l'année dernière, on a là des canons effondrés sur leur affût. Manifestement, ces canons ont porté avec eux dans leur chute des cloisons, probablement traversé un pont, écrasé une resserre de charpentier qui se signale par un certain nombre de poulies, câbles de mouton, des instruments, de l'outillage. Donc voilà. Pour l'archéologue anglais Damien Saunders, cette épave est une chance unique. We're sitting just on the outside of the channel, almost a ship trap. They must have just missed the turn, misjudged their approach, within view of home. And now for Saint-Malo as a city to suddenly find that within a mile of their town, it's what built their city is lying just below here. The city itself, once we've brought this up and made use of gained the knowledge from it, it's a tremendous resource for Saint-Malo. And it's going to bring the history of the whole city to life, really. For me personally, I feel very privileged to be working here with an international team on
a beautifully preserved ship, and to be here at the early part of that expedition. Mais s'agit-il vraiment d'une frégate corsaire? C'est l'une des questions cruciales auxquelles les archéologues voudraient pouvoir répondre au plus vite. Désormais, le moindre indice collecté au fond peut s'avérer déterminant pour témoigner de la nature du bateau, de son origine, voire de l'identité de certains membres de son équipage. Car, au travers de l'histoire du bateau, c'est celle des hommes que les chercheurs tentent d'approcher. Les premiers indices, ce sont bien sûr les canons. Ils sont au nombre de 26, une embarcation puissamment armée. L'avant du navire, miraculeusement conservé, permet d'imaginer sa taille, une quarantaine de mètres, une dimension cohérente avec les textes et les gravures qui nous décrivent les frégates corsaires. Les premières trouvailles sont soigneusement emmaillotées pour les protéger lors de leur retour à l'air libre. Très vite, ce sont des balles de mousquet par centaines, des poignées de sabre, des éléments de pistolet, un armement qui pourrait correspondre à celui d'un corsaire. Mais ce qui réjouit le plus les archéologues, c'est la découverte de nombreuses pelles en bois. Grâce à elles, ils ont désormais la certitude d'être en présence d'un navire corsaire. Le bout de ces pelles n'était pas ferré afin d'éviter la rouille. Elles servaient à charrier des tonnes de sel, seul moyen à l'époque de conserver le poisson. Elles évoquent l'activité morutière qui fit, en temps de paix, la richesse de Saint-Malo. Ce sont des témoins précieux que leur séjour de plusieurs siècles au fond de l'eau a rendu extrêmement fragile. Doucement, 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 doucement. Posez-la là. Voilà, c'est bon. Elle nous rappelle que lorsque les corsaires n'arraisonnaient pas les navires de l'ennemi, ils étaient pêcheurs de morues sur les bancs de Terre-Neuve. Il s'agissait même bien souvent de leur activité principale, à laquelle ils substituaient la pratique de la course en temps de guerre. Et celles-ci furent nombreuses au XVIIe et XVIIIe siècle. Charles, Fred. Tu vois encore des balles de mousquet, mousquet, de fusil d'ailleurs ou de pistolet, toujours dans la même zone, donc probablement l'arrière du bâtiment, la Sainte-Barbe. Donc plus les boulettes Ça, que à retrouver. c'est H12 tout ça? Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y en avait encore qui sont H13 également. Ouais. Il y en a qui sont solidarisés même sur le bordé. Donc ça, plus les boulets que tu as trouvés, plus les deux sabres, en dehors de la pêche à la morue et tout ça, il y a de l'arme. C'est les genres, quand ils sont pas là pour se défendre, ils sont là pour attaquer. Ouais. C'est parce qu'ils ne mangeaient pas à leur faim à terre que les hommes prenaient la mer. Et c'est parce que la course était somme toute moins dangereuse que la pêche et souvent plus lucrative qu'ils se faisaient corsaires. Si l'on a bien compris que la course, finalement, c'est une activité de substitution au commerce normal ou aux activités de pêche normales du temps de paix, on comprend aisément que les armateurs reconvertissent leurs navires et leurs capitaux de la pêche à Terre-Neuve ou du commerce en Méditerranée vers la course, au début de chaque grande guerre, au temps de Louis XIV. De même, eh bien, une bonne partie des équipages sont reconvertis depuis ces activités pacifiques et deviennent de marins-pêcheurs, des marins corsaires. Certains vont pendant plus de 6 mois traverser l'Atlantique pour pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Puis ils rentrent par les côtes de la Méditerranée où ils vendent leur pêche avant de remonter vers Saint-Malo. D'autres partent pour 2 ans pratiquer en Amérique du Sud ou aux Indes un commerce que le blocus des Anglais et des Espagnols interdit aux navires français. Dans les 2 cas, ils se comportent comme d'inoffensifs pêcheurs ou négociants une fois à destination, mais durant les traversées, ils se transforment en redoutables corsaires. Alors, pour autant du moins qu'ils ne soient pas conscrits sur les vaisseaux du roi au même moment, puisqu'en temps de guerre, le roi aussi a besoin de matelots pour équiper ses vaisseaux. Ceci étant, ils préféraient largement être matelots corsaires, parce que, en allant sur les corsaires, d'abord ils étaient payés et sous forme d'avance pour leur famille, et ils avaient
un espoir, pas toujours concrétisé, d'avoir une part du butin au terme de la campagne, puisqu'il y avait un système de parts qui était en fait d'intéressement au bénéfice de la campagne corsaire. Que l'épave ait été associée à la guerre de course ne fait plus maintenant aucun doute, mais son identification pose un problème. Les datations des quelques 300 objets déjà découverts couvrent une période qui va de 1690 à 1740. Entre ces deux dates, les archives font état de centaines de bateaux de ce type et signalent plus d'une trentaine de naufrages en baie de Saint-Malo. Mais aucun ne semble correspondre exactement. Coulés au mauvais emplacement, armés de moins de canons, trop petits ou trop grands, le mystère reste entier. C'est à une véritable enquête que vont se livrer les archéologues. Le plus petit indice permettant d'affiner la datation de l'épave ou de préciser le nom d'un des marins peut tout à coup permettre de faire la lumière. Si le navire s'est si bien conservé, c'est que sous la couche de sable, il est pris dans une gangue de vases, probablement déversés par la Rance qui se jette ici dans la mer. Et les archéologues sont confrontés à une véritable compression d'objets agglomérés par le temps. Ils doivent faire preuve d'une infinie patience pour ne pas risquer de sacrifier une pièce en récupérant une autre. Les décisions prises au fond sont donc déterminantes. Chacune engage leur responsabilité, car la plus grande part des objets ramenés à terre devra être restaurée. Ce sont des bribes de la vie des membres de l'équipage qui ressuscitent maintenant entre les mains des archéologues. Des objets personnels, de la vaisselle abandonnée au milieu d'un repas, jusqu'à des pièces de cuir incroyablement préservées. Avec chacun de ces objets, c'est un peu de l'âme des pêcheurs corsaires malouins qui remonte à la surface. Celle-là, elle vient... Les archéologues sont maintenant confrontés à un gigantesque puzzle. Chaque objet dont on parvient à restituer le volume livre de précieuses informations sur les dimensions et la fonctionnalité de l'endroit où il était stocké. Cuisine, soute de charpentier, cabane de chirurgien. Ni au niveau des douelles, ni au niveau des fonds. Sous une apparence de calme, il règne ici une activité intense, car à peine sortis de l'eau, ces objets commencent à se détériorer au contact de l'air. Sans soin, la plupart se réduiraient en poussière en quelques semaines. J'ai même dans les mains là. Où est-ce qu'on la met? Chercher un seau, c'est génial, tous les défauts de tournage. Tout le tour, regarde. Ouais. On avait vu l'année dernière, il y en a un qui était strié là, quand il tournait pour fabriquer la bouteille. Elle est bouchée par une espèce de mortier qui n'est pas du sédiment. Tu crois? Ouais, regarde. Il faut nettoyer et isoler chaque pièce, la soumettre à une première analyse, puis la pré-traiter pour enrayer sa dégradation. Tous ces objets sont ensuite expédiés vers des laboratoires de restauration, d'où ils ne ressortiront pas avant plusieurs années. Les archéologues sont confrontés à une incroyable quantité de matériel, documentant un mode de vie dont on ignore presque tout. Mais ils n'en disposent concrètement que pour quelques jours. Alors, le moindre recoupement avec un document d'archives peut servir l'enquête. Et voilà. Ah ouais, il y en a les piles, la cuisine est rangée. Ça y est, tu sais où elle est. Et posée sur le bois alors? Ah oui, exactement. Le mieux c'est quand même de récupérer tout là pour les, tu vois, les ossements
On récupère tout directement. Tu récupères tout, non? Oui, tu veux pas en juste masse. en prélever un peu, on prend Oh tout en non, en masse. masse. Il n'y a pas Alors, beaucoup, et on va faire de la la délicatesse, paléologie. et après, ça va être de le déceler du fond, parce que tu vois, il y a des couverts en plus. Mais c'est marrant parce que ça, c'est du poisson, et ça doit Ouais, être non, genre ça- du ouais. bœuf, un gros quartier, Oui, quoi. ouais. Ils étaient tout simplement peut-être en train de préparer le ratat de midi quand ça a mal tourné. Il y avait des incroyants. Ils avaient des crocs, ils étaient à la fin de leur campagne et ils se disaient oh, attends, on va faire tout ce qui reste, on perd rien. Ouais, retour, ça se donne le retour. Et de fait, le naufrage a dû, comme il dit que le bateau a talonné, le coefficient c'était 96 et basse mer à 15 heures. Ouais. Donc il a dû talonner vers 13-14. Donc ils étaient quasiment à À table. table. Maintenant on le sait. On est toujours dérangés ici, on peut pas manger tranquille. Non, ça Ah c'est. non, mais c'est vrai que c'est pas anecdotique qu'elles soient en cours de préparation. On ignore tout de la vie en mer à cette époque. Aussi, la responsable de l'inventaire de la fouille consigne-t-elle soigneusement la trace détaillée de chacun de ces objets. Dans les ateliers, le travail de reconstitution se poursuit. Les 15% du site qui ont été fouillés ont déjà livré plus d'1 millier de ces trésors de l'ordinaire des XVIIe et XVIIIe siècles. Chaque objet, ou presque, apporte une information nouvelle sur le quotidien des marins. Mais toujours aucune inscription déterminante qui pourrait permettre d'identifier le navire. Au contraire, ces pièces continuent de couvrir une période de près de 50 ans. Un phénomène étrange à bord d'un bateau où le matériel est en général fréquemment renouvelé. Alors, t'en es où? Ça remonte? Ouais. T'es toujours dû être, hein? Ouais. T'as la trace de tournage? T'as vu? Ouais, c'est pareil. Ça, c'est assez joli là. Elles ont toute cette forme très simple, d'ailleurs, toutes celles qu'on a. Vraiment, j'ai infiniment de gratitude pour ceux qui l'ont trouvé, cette épave, et finalement aussi pour ceux qui n'ont pas pu la sauver il y a 300 ans. Ouais. Des sites, j'en ai vu pas mal, mais celui-là a un charme fou. Et je trouve que c'est une chance vraiment extraordinaire pour nous d'avoir le droit, en fait, d'en faire l'étude. On a là probablement la seule et première opportunité d'avoir vraiment un site cohérent, beau, et de comprendre comment on vivait à bord de ces bateaux-là. On a une collection archéologique, une réunion d'objets qui est sans équivalent, nous, à notre conséquence. On a une couche archéologique, donc des objets déposés, entassés sur une couche d'à peu près 1 mètre, 1,50 mètre. Tous ensemble réunis. Et nulle part ailleurs, je pense qu'on pourra trouver une épave, un site aussi impressionnant pour arriver à comprendre comment on vivait, comment on combattait et comment on faisait le commerce à bord des frégates corsaires de Saint-Malo. Si celle-ci en est bien une, en tout cas. C'est toute une réalité oubliée qui reprend forme. Jusqu'à l'agencement de ces cuisines qui devaient pendant des mois nourrir un équipage de 100 à 400 hommes. Alors en 99, c'était la malle au trésor. On trouvait du mobilier qui pouvait être daté que fin 17e, 1692, on avait du matériel très similaire. Et puis d'un autre côté, on avait du matériel, on avait des faïences polychromes par exemple, qu'il fallait dater dans les années 1730-1740. On avait des tuyaux de pipe avec les initiales d'un maître pipier, qu'on a identifié comme probablement un Thomas Owen qui a fait fabriquer ça vers 1705 sans doute. On avait tout un tas de choses, et même surtout des bouteilles de typologies différentes, dont la chronologie d'ailleurs marchait pas très bien. Et à l'issue de cette campagne de fouilles et de nos plongées en archives, parce que là aussi on y a plongé et passé du temps, on a identifié un bon candidat. Tout au moins c'était le meilleur dans la situation où on se trouvait. C'était la théorie du grand écart, comme on disait avec Elisabeth, on a identifié un bâtiment d'ailleurs célèbre, une belle histoire, parce que c'est un bateau qui avait coulé en 1713 en rentrant à Saint-Malo alors qu'il revenait de Terre-Neuve, mais qui, au cours de sa carrière, assez longue, d'une douzaine d'années, avait participé à des expéditions au Mexique, en Inde, et donc coulait là en revenant de Terre-Neuve en novembre 1713. Alors cette date de 1713, c'était une espèce de date pivot qui permettait d'aller chercher le matériel fin 17e d'un côté, de descendre vers le bas la polychrome, ce que personne ne voulait, mais il fallait, quoi. On n'avait pas d'autre solution. Et on a publié notre rapport de fouille en parlant de cette frégate qui s'appelait le Saint-Jean-Baptiste, ci-devant la Faluère. Belle histoire et qui méritait quand même d'être vérifiée l'année suivante. C'est ce que nous préconisions dans notre rapport de fouille et je crois que là, on a bien fait d'être méfiants. Lors de la campagne suivante, Michel Lourd et Elisabeth Vera sont en quête d'indices qui viendraient conforter leur hypothèse concernant l'identité du navire. En poursuivant leur fouille systématique de l'épave, vont-ils enfin mettre au jour une inscription ou une date précise? Ils vont en effet trouver quelque chose, mais pas exactement ce qu'ils cherchaient.
Sur une zone repérée comme étant la cuisine du bâtiment, ils découvrent, enfoui dans le sable, un ensemble de petits ossements. Ils ont déjà fréquemment retrouvé dans des épaves des os de rats, de poules ou de cochons. Reliefs de repas ou restes d'animaux embarqués parfois clandestinement. Mais ceux-là sont différents. Ils s'avouent incapables de les identifier et paradoxalement, c'est une bonne nouvelle. Enfin, une singularité qui pourrait s'avérer révélatrice. Les ossements sont immédiatement envoyés pour identification au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Voilà, je vous apporte la dernière collecte. Merci beaucoup. Voilà. Ce sont maintenant 2 archéozoologues, Magali et Philippe Migaud, qui vont prendre en main cette enquête. L'une des nombreuses pistes parallèles générées par la fouille. En note. Alors, Nat 257. Alors, c'est un hémicoxal droit d'un petit animal très très jeune. C'est bizarre ça comme os. Oui. Je vois pas ce que c'est. Tu devrais le mettre de côté celui-là. C'est assez curieux, oui. Je sais pas si c'est du petit carnivore ou autre, faut qu'on vérifie. Alors là, c'est une scapula gauche d'un petit animal, assez curieux aussi. C'est un jeune animal aussi, puisque le processus n'est pas soudé non plus. Ah, mais il est marrant celui-là. J'ai un fragment de crâne, là, 122, une petite vertèbre 122, 2 autres fragments de crâne et une côte. Ces quelques fragments d'os leur apprennent d'emblée que l'animal était jeune. S'ils parviennent à préciser son espèce, et donc sa provenance probable, ils pourront apporter une indication utile à l'identification du bateau. Ça fait vraiment penser à un radus humain, à une épine scapulaire aussi. Et d'autant que c'est plutôt un animal qui a tendance à se tenir debout. Voilà. Ouais, à une station debout, ouais. Ça doit être un petit singe. Ouais, ça doit être un petit singe. Ouais. On va regarder d'abord quelle espèce de singe on a retrouvé sur les sites sur de la les même sites époque en Europe. Ouais, en Europe. Un jeune singe? Mais de quelle espèce? Quelque part, dans un des milliers de tiroirs d'échantillons du muséum, se trouve la réponse. Oui, les macaques. Alors, macaque magot, macaque à Sylvanus. En fait, le tiroir, c'est le 301. T'en as un dans le 301 et un jeune en 302. Tu peux regarder. Ouais, 302. Tiens, un squelette de référence. Je vais te sortir les principales pièces. Scapula, le bassin et le radius. Ah ouais, d'accord. Regarde. C'est bien ça, on est bien en présence d'un magot. Tu vois, le problème, c'est que le seul endroit où il soit présent, c'est Gibraltar. Alors, où il est né à bord, et puis on va trouver les restes de la mer. On en aurait peut-être déjà quand même. Ou alors, ce bateau-là a fait une escale en Afrique du Nord ou à Gibraltar. Ah ouais, là, il faut vraiment qu'on appelle Michel. Avec ces quelques fragments d'os d'un jeune magot, c'est toute une théorie qui s'effondre. Le dossier était à peu près dans la boîte. En mars 2000, on s'est dit, bon, voilà, le Saint-Jean-Baptiste, il rentre de Terre-Neuve, bon, 1713. Ça nous gênait un peu parce qu'on avait l'impression qu'il y avait peut-être 2 épaves, mais bon, celui-là, il avait l'air d'aller. Et puis à ce moment-là, avec Elisabeth, au moment où vraiment on avait écrit le mot fin sur le rapport, enfin tout ça, on était très contents. Et puis Philippe et Magali Migaud nous ont téléphoné du muséum en nous disant vous savez, c'est un petit macaque, un petit singe de moins de 6 mois. Glups. Alors effectivement, il y avait une vraie euphorie parce qu'on se disait un singe, c'est génial d'avoir trouvé un singe sur cette épave. Mais alors évidemment, ça n'arrangeait plus du tout nos affaires
Parce qu'un singe de moins de 6 mois sur un bateau qui rentre d'un voyage de 7 mois à Terre-Neuve, cherchez l'erreur. Et là, il y en avait vraiment une. Bon, globalement, quand même, on sentait bien qu'il fallait sortir de l'impasse dans laquelle on était en train de se mettre. Et on s'est dit, là, on ne peut pas terminer la campagne 2000 sans avoir absolument vérifié cette possibilité qu'il y ait quand même 2 épaves pour essayer de résoudre tout ça. Et c'est les objectifs que nous étions fixés donc pour 2000. Cette incohérence chronologique supplémentaire qui vient s'ajouter aux écarts de datation des objets remontés les conduit à tester une hypothèse qui taraudait déjà leur esprit. Et s'il n'y avait pas une seule, mais 2 épaves d'époques différentes regroupées sur ce site? Afin d'en avoir le cœur net, ils décident de prélever des échantillons de bois d'une vingtaine d'éléments différents de l'épave pour les soumettre à une analyse dendrochronologique. Cette technique repose sur une analyse des cernes de croissance du bois. Chaque année, en grandissant, l'arbre produit une de ces stries. Leur taille et leur espacement varient en fonction de l'endroit où l'arbre pousse et du calendrier des conditions climatiques qu'il rencontre. Leur succession constitue donc une signature unique, que l'on peut lire comme une sorte de code-barre. Et là où l'analyse au carbone 14 propose une approximation, de l'ordre de 2 siècles, la dendrochronologie peut offrir une réponse à l'année près. Lorsque Michel Lourd m'a confié l'étude d'une vingtaine d'échantillons provenant de l'épave de la Natière, il avait quand même de sérieux doutes sur la répartition des bois et du mobilier. Effectivement, quand j'ai commencé cette étude et que j'ai obtenu des datations, eh bien, j'ai pu mettre en évidence que ces doutes étaient véritablement fondés puisqu'on n'avait plus un vaisseau, mais 2 vaisseaux. Le premier, se situant plutôt à l'est du site, est daté de 1678, la partie ouest 1736. Le mystère s'éclaircit. Il y a bien 2 épaves sur ce site. L'une à l'ouest, dont le bois provient d'arbres coupés en 1736. L'autre, plus à l'est, dont les bois ont, eux, été coupés en 1678. La dendrochronologie a permis de vérifier qu'effectivement, on avait des dates d'abattage pour les arbres qui étaient séparés d'une 40aine d'années, presque 50 ans. Et maintenant, évidemment, au fur et à mesure où on dégage le site, on a en plus des ceintures de canons qui sont latéralisées sur les flancs sud de chacun des éléments de carène mis au jour. Donc on a vraiment, maintenant on arrive à restituer 2 épaves qui se seraient couchées presque similairement sur un de leurs flancs, qui ont vomi leur canon sur ce bord. Donc on trouve la carène, on trouve une ceinture de canon, puis une zone où il n'y a rien, puis une carène, puis une ceinture de canon. Donc là maintenant on a quand même une logique qui est très en place, une chronologie qui est différenciée, bon il n'y a plus aucun doute. On est là en face de ce qu'on appelle un piège à bateau. Et on n'a même pas été exploré dans l'ouest de la Roche, parce que si ça se trouve on peut encore en trouver une autre. Donc c'est typique, hein, c'est assez, au fond c'est assez, c'est un exemple classique de ces roches qui sont situées très près d'une grande voie de navigation et qui affleurent seulement à certaines heures de la marée, donc qui sont le piège à bateau idéal depuis probablement des dizaines de siècles ici. C'est cette configuration particulière de récifs affleurant à l'entrée du chenal qui a fait de Saint-Malo le repère de corsaires idéal. Elle rendait la ville imprenable et lui a valu de la part des Anglais son surnom de nid de guêpe. Ils ne pouvaient aller dénicher les navires corsaires qu'ils voyaient pourtant y entrer. Seuls les capitaines malouins, qui possédaient une parfaite connaissance de sa topographie, pouvaient se risquer dans cette passe périlleuse. Mais nombreux sont ceux qui ont payé leur témérité au prix fort. Les registres tiennent le compte de leur naufrage. Alors en 2000, fidèle aux objectifs qu'on s'était fixés, là on a vraiment changé la stratégie de fouille. On a décidé de fouiller le site comme si c'était 2 sous-ensembles, et donc 2 épaves différentes. Et de fait, très vite, on a trouvé qu'il y avait une vraie cohérence, parce que sur l'épave Est, on trouvait du mobilier toujours de la fin du XVIIe, et sur l'épave Ouest, toujours du mobilier de la première moitié XVIIIe, fin première moitié XVIIIe. Et là, des candidats s'imposaient. Pour l'épave la plus ancienne, nous avions 2 candidats, le Saint-Esprit et le Soleil, perdus respectivement en 93 et en 92 pour le Soleil.
Et puis pour l'épave la plus récente, nous avions un bon candidat, le seul d'ailleurs, parce que dans toute la liste, il n'y en avait plus qu'un. Donc ça nous semblait, alors là, ça c'était facile. On s'est dit, dans les années 1740, on avait un naufrage d'un bateau rentrant de Saint-Domingue, la Sainte-Famille. Donc la campagne 2000 s'est terminée dans une relative sérénité. Nous avions 3 candidats pour 2 épaves, les taux se resserraient, on les tenait cette fois-ci, et l'affaire semblait à peu près acquise. Pour cette 4e campagne, Michel Lourd et Elisabeth Vera sont décidés à employer les grands moyens. Il leur faut une preuve pour étayer leur déduction. Or, à l'ouest du site, un énorme massif concrétionné de barres de métal, identifié jusqu'alors comme du lest, a retenu leur attention au cours d'une plongée hivernale. Une fois dégagées des algues qui les recouvrent, ces barres de métal qui côtoient en fait un lest traditionnel en pierre semblent comporter des inscriptions. Et si elles faisaient partie de la cargaison ? L'ensemble s'avère composé de près d'1 millier de lingots de fonte de fer. Il représente une masse de 30 à 40 tonnes. En séparer quelques éléments est un véritable travail de titan. Péniblement, une trentaine de lingots métalliques d'environ 80 cm de long, pesant chacun une 50aine de kilos, sont isolés de l'ensemble. Certaines de ces barres sont brisées ou portent des marques que le temps a rendues illisibles. Mais soudain, l'un des lingots révèle une inscription gravée dans la masse. « Step an onion ». Puis une date apparaît, 1746. Un second lingot porte le nom de Patuxent et une autre date, 1747. Après 4 années de patiente recherche, les archéologues voient enfin poindre la vérité. Ils savent que ce qu'ils remontent cette fois du fond a la valeur d'un véritable trésor. Une partie de la cargaison de la mystérieuse épave de la Natière rentre enfin à Saint-Malo et achève ainsi son périple. Grâce aux inscriptions qu'elle porte, c'est peut-être une partie de son histoire que l'océan restitue à la ville. On a un certain nombre de critères de datation sur les 2 épaves, mais pour l'année même du naufrage et le contexte du naufrage et la recherche en archives, ça va être principalement la date des lingots qui va servir. 1746, 1747. Donc boum, exit la Sainte Famille. Le problème, c'est que la Sainte Famille, c'était le candidat unique, c'était quand même extraordinaire. Et puis maintenant, on n'a plus rien du tout. On n'a aucun naufrage qui semble cohérent avec cette épave ouest. Alors on a, devant les remparts de Saint-Malo, une grande frégate malouine probablement, perdue sans doute dans les années 1750, et pour l'heure, elle est complètement anonyme, ce qui semble vraiment extraordinaire. Les récifs qui bloquent le chenal semblent refuser obstinément de livrer le secret de l'identité du navire. Comme si, après avoir empêché ses enfants de Saint-Malo de rejoindre leur ville,
ils s'opposaient aujourd'hui au retour de leur histoire derrière ces remparts. Mais après 4 ans d'enquête, Michel Lourd et Elisabeth Vera ne sont pas disposés à s'avouer vaincus. Ils replongent ensemble dans l'histoire, comparent, argumentent, débattent durant des semaines, jusqu'à ce qu'enfin, à l'hiver 2001, les registres livrent une conclusion convaincante. 15 décembre 1692. Pierre Gris, capitaine de la frégate Saint-Esprit de ce port, armé en course de 26 pièces de canon, a déclaré que son vaisseau s'échoua sur quelques pierres plates proches de la balise au Dinanais, environ les 2 heures de l'après-midi du jour d'hier, où il est rompu et rempli d'eau. Le 23 avril 1750, Jean-Pierre Lamer dépose qu'il estoit capitaine sur le navire l'Aimable Grenot lorsqu'il fit naufrage. Qu'après avoir touché la pierre, il tomba du côté de tribord et sa chute fut si malheureuse que le lest fut bouleversé et qu'il estoit dès lors impossible de le relever. Le mystère est maintenant résolu. Mais la plus grande victoire de l'équipe d'Elisabeth Vera et de Michel Lourd est d'avoir restitué au Malouin l'histoire oubliée des équipages du Saint-Esprit et de l'Aimable Grenot, leurs glorieux ancêtres.